Bonjour, bonjour, tout le monde m'entend? Oui, Ok, alors je vais vous présenter ici une partie de ce qui a constitué mon mémoire de fin d'études et qui s'intéresse au rinçage nasal du nourrisson, en particulier les habitudes de pratique de cette technique en Belgique. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs des JRKR pour me permettre de venir vous parler de ce sujet. Et je remercie une nouvelle fois mes promoteurs, messieurs Nicolas Audag et William Poncin, pour toute leur aide apportée tout au long de ce projet. Alors, pour commencer, une petite mise en situation. Vous êtes kinésithérapeute et se présente à la consultation le petit Albert, 15 mois. Alors rassurez-vous, Albert n'est pas venu tout seul. Je vous rappelle qu'il a 15 mois. Il est venu accompagné de sa maman et sa maman vous dit que ces derniers temps, elle a l'impression qu'Albert a tantôt le nez qui coule, tantôt le nez bouché. Il semble s'alimenter moins bien et son sommeil est un petit peu perturbé. Elle souhaiterait avoir votre avis. Et donc, vous procédez à l'examen clinique d'Albert et vous retrouvez en effet cette symptomatologie nasale. Vous rassurez d'emblée la maman en lui disant que c'est quelque chose de relativement fréquent à cet âge. Fréquent, certes, mais cependant, il y aura certaines conséquences qui seront associées avec cette symptomatologie nasale qui occupe une certaine place dans la cavité nasale et qui, sur base de la loi d'écoulement physique, la loi d'écoulement des fluides d'Hagen-Poiseuil, nous dit que cette place occupée contribue à augmenter les résistances à l'écoulement de l'air et, in fine, peut potentiellement majorer le travail respiratoire. De plus, les cavités nasales du nourrisson sont particulièrement réduites. Et donc, chez le nourrisson, qui est un respirateur nasal préférentiel, ça peut devenir compliqué de respirer par le nez et il peut développer un pattern de respiration par la bouche. Alors, on pourrait se dire, bonne nouvelle, Albert trouve son mécanisme compensatoire. Cependant, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une respiration buccale chez Albert? Pas vraiment, car cette respiration buccale sera associée à des conséquences court terme, voire moyen et long terme. Mais au court terme, on peut notamment citer le fait que l'air emprunte un passage où celui-ci ne sera ni réchauffé, filtré ou humidifié. Et donc, cet air inspiré par la bouche sera potentiellement frais, sec et chargé d'irritants bronchiques. Vous poursuivez la discussion avec la maman et celle-ci vous parle d'un collègue au travail qui pratique le rinçage nasal avec son enfant. Elle souhaite avoir votre avis et c'est plutôt une chose qui serait à conseiller en effet à cette maman, car en pédiatrie, le rinçage nasal soulage les symptômes nasaux, diminue l'utilisation d'autres traitements comme les thérapies topiques ou les antibiotiques, est sûr, peu coûteux et toléré par les enfants, peu importe leur âge. Cependant, vous êtes bien embêté face à Albert et sa maman, car il n'y a pour l'instant pas de standardisation de cette technique en général, et sur base de votre expérience, de pistes dans la littérature, vous réalisez néanmoins le rinçage nasal, vous l'enseignez à la maman. Et donc la consultation se termine, Albert et sa maman s'en vont. Et quand vous installez à votre bureau, à la suite de cet entretien, vous vous dites, mais si maintenant cette maman et Albert viennent à consulter le médecin ou consulter le kinésithérapeute de l'autre côté de la rue, seront-ils susceptibles de lui enseigner une autre façon, ce qui peut être confusant pour le parent, et est-ce que cette façon de réaliser le rinçage serait mieux que la mienne? Donc, cette question émerge, comment réalisons cette technique sur le terrain? Cette question, d'autres auteurs se la sont déjà posées dans d'autres régions du monde. Dans le Wisconsin, c'était Rabago et son équipe en 2009, qui ont interrogé 330 médecins généralistes. Et donc, ces médecins généralistes réalisaient le rinçage au sein d'une population assez hétérogène. Ici, c'est le spray ou l'écoulement par gravité qui ont recueilli leur faveur, avec une fréquence supérieure à une fois par jour, et une solution isotonique. Quelques années plus tard, c'est Marchisio et son équipe, dans le nord de l'Italie, qui ont questionné 860 pédiatres de première ligne. Et cette étude s'intéressait spécifiquement aux enfants d'âge préscolaire, ce qui incluait donc le nourrisson. C'est le spray qui a recueilli les faveurs ici des pédiatres du nord de l'Italie, avec une fréquence de 2 à 3 fois par jour et une solution isotonique. Pour le volume, pas de tendance nette et une position en décubitus latéral qui était privilégiée pour le nourrisson. Enfin, et très récemment, c'est Tapiala dans l'est de la Finlande et son équipe qui ont interrogé médecins et pharmaciens
et qui ont cherché à comparer plutôt leurs habitudes de pratique entre eux. Donc, population hétérogène ici à nouveau. Ici, c'est le netipote qui était plus souvent indiqué par ces praticiens, donc un type d'écoulement par gravité, à une fréquence de 2 fois par jour, solution isotonique également. Une température identifiée comme étant entre 30 et 40 degrés, et généralement, au niveau du volume, il n'y avait pas de consigne qui était laissée aux patients. Et pour la Belgique, pour l'instant, aucune idée. Et donc, une question plus précise, comment réalise-t-on cette technique sur le terrain belge et qui en sont les acteurs? Eh bien, au niveau des acteurs, sur base de ce qui avait déjà fait dans la littérature, on ressort donc le médecin, le pharmacien, mais également le parent, le kinésithérapeute, le puériculteur et l'infirmier. C'est ainsi qu'entre avril et août 2020, nous avons soumis un questionnaire à ces groupes de praticiens belges, donc, avec globalement 4 grands axes: l'apprentissage de la technique, le moment de recours à la technique, la façon de la réaliser et une évaluation de la dangerosité de la technique. Ce questionnaire a été partagé au sein d'associations de praticiens belges, au niveau des autorités locales, donc les bourgmestres qui pouvaient ensuite partager ce questionnaire au sein des crèches communales et des réseaux sociaux, notamment des groupes de parents belges. Et donc, nous avons reçu 359 questionnaires complétés entièrement, provenant des trois régions de la Belgique, et qui constituent donc nos résultats. Alors, tout d'abord, au niveau de l'enseignement de la technique aux parents, c'est principalement le médecin et Internet qui ont été, qui sont le plus souvent apparus dans les réponses. Mais nous nous demandions également, au sein de ces enseignants, qui était le plus susceptible de mêler l'explication d'une part et la démonstration. Et ici, c'est le kinésithérapeute et l'infirmier qui ont le plus souvent été répondus. Et vous voyez que dans les deux graphes, on a la catégorie autre, et ici, c'était souvent la profession de sage-femme qui revenait dans les réponses. Pour ce qui était du deuxième et troisième axe, donc le moment de recours à la technique, ça a été considéré comme étant très approprié en cas d'obstruction nasale, approprié en période périopératoire, en cas de difficulté d'alimentation et en prévention. Comment, donc le troisième axe? Bien, avant donc, de réaliser la technique, ici, donc, une question type QCM pour le dispositif préféré par les participants, c'est la flapule unidose qui a été le plus souvent mentionnée, avec une salinité, donc solution isotonique. Au niveau de la température, c'était plutôt une température ambiante qui était privilégiée. Et au niveau du volume, également des réponses assez hétérogènes, un peu moins pour le 0 à 6 mois, mais dans les âges plus âgés. Dès que le nourrisson devenait plus âgé, un peu plus d'hétérogénéité et globalement une vingtaine de pourcents de participants qui, pour chaque catégorie d'âge, ne savaient pas quel volume employer. Pendant et après, donc, au niveau du positionnement du nourrisson, c'était un coucher latéral avec une instillation dans la narine supralatérale qui était privilégiée. Et au niveau de la vitesse de propulsion, donc évaluée sur une échelle de 1 à 5, allant de très lentement à très rapidement, les réponses se situaient entre 3 et 4. Après, enfin, donc au niveau de la fréquence, les parents préféraient une fréquence plutôt de 2 fois par jour, 3 fois par jour pour les kinés, et plus de 3 fois pour les autres groupes. Ici, donc, on voit quand même qu'au niveau des pourcentages, ce n'étaient pas des tendances très, très nettes. Et on a aussi certains participants qui ont simplement rapporté qu'ils se fiaient plus à la clinique et donc réalisaient le rinçage quand il y avait la nécessité de le réaliser, plutôt que suivant une fréquence prédéfinie. Enfin, dernier axe, au niveau des risques, on a pratiquement 3/4 des participants qui ont considéré qu'il n'y avait aucun risque avec la technique, et parmi le quart restant qui considérait qu'un risque était potentiel, celui-ci donc évalué sur une échelle également de 1 à 5, allant de très bas à extrêmement élevé. Celui-ci était plus souvent évalué à 2. Et à ces participants, on leur demandait également de citer des exemples de risques. Et ici, ce qui a été mentionné, c'était par exemple une blessure au tympan, saignement de nez, trauma psychologique et une potentielle fausse déglutition.
Donc, une question et des réponses. D'une part, des convergences avec au niveau des indications du dispositif, salinité et position, et également des divergences au niveau de l'éducation du parent, le volume, la fréquence et la vitesse de propulsion. Pour conclure, eh bien, des réponses amènent d'autres questions, notamment qu'en penseraient des experts belges? Faut-il tomber d'accord et convenir d'une méthode de rinçage nasal chez le nourrisson? Bien, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce projet et je vous remercie de votre attention.